Donc, on va commencer cette deuxième journée de conférence donc par toutes les informations sur le marché du vin bio. Merci Laure Verdeau, donc directrice de l'agence bio, de nous présenter toutes ces données. Merci. Merci Valérie. Alors, toutes les données, non. Nous ne faisons pas de survente. Juste pour contextualiser, donc, je suis Laure Verdeau. L'agence bio, c'est un opérateur d'État qui, depuis 20 ans, est au service d'intérêt général. Et que faisons-nous? Nous finançons les projets d'entrepreneurs bio. Nous communiquons, nous expliquons aux citoyens, qui sont aussi des consommateurs, le bio. Et surtout, nous éditons les chiffres. Nous avons un observatoire national de l'agriculture biologique. Remonter les chiffres du bio, contrairement à des chiffres de marché alimentaire ou globaux, comme on peut en avoir le cas avec une grande distribution qui fait 80% des ventes, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, en bio, il n'y a pas une grande autoroute GMS et un petit peu de vente à côté. C'est le cas en alimentaire. En France, 80% de l'alimentaire passe par la GMS. Si on regarde maintenant le marché du vin et le marché du vin bio, on a plutôt des petites départementales. On a effectivement la grande distribution qui pèse à peu près 20% et dont on parlera des chiffres 2022. Pourquoi? Parce que la grande distribution, ils ont un système de remontée de chiffres où à J+9, ils appuient sur un bouton et ils savent comment s'est passée l'année. Or, le bio en général alimentaire ou le marché du vin, c'est un marché qui est beaucoup plus morcelé. Or, nous, Agence Bio, un de nos métiers, c'est justement de remonter cette donnée. Donc, comment on fait? On enquête. C'est-à-dire qu'il y a 26 000 fermes qui vendent en direct en bio. Il y a, je pense, plusieurs dizaines de milliers d'artisans qui, je pense, aux bouchers, par exemple, aux boulangers, etc. Ça va entre 33 000 et 17 000 points de vente à chaque fois. Et nous les enquêtons pour savoir quelle est la part du bio dans leur chiffre d'affaires. Ces gens-là, on ne peut pas les déranger non plus tout le temps. Donc, c'est une enquête annuelle où on essaye d'avoir le maximum de retenue. Mais le temps fort, nous, on publie les chiffres globaux du bio, vin inclus, tout circuit confondu, c'est le 1er juin. Donc je vous donne rendez-vous pour l'ensemble des chiffres panoramiques le 1er juin. Mais aujourd'hui, on va faire un récap sur 2021, puisque je crois que l'an dernier, à cette même date, les chiffres n'étant pas disponibles, c'est l'occasion d'abonder le patrimoine de chiffres, puisque le bio, c'est pas le temps court du reporting financier trimestriel. Le bio, c'est aussi, on consolide, nous, notre vision sur le long terme. Il faut 3 ans pour se convertir. On n'est pas là pour sortir des chiffres trimestres. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire un bilan de 2021, de regarder le marché consolidé. Et ensuite, on va vous dévoiler donc, les chiffres, notamment de Nielsen, sur la grande distribution bio 2022. Parce que il y a quand même des nouvelles qui vont infléchir, je pense, la vision du bio, du marché bio, qui traverse un grain et pas seulement en alimentaire. Donc, le marché bio. On est sur un marché qui est à plus d'1 milliard. Donc, on a dépassé le. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une slide de consommation et changement bio, mais pourquoi pas. On y reviendra après. Donc, c'est un marché de plus d'1 milliard. Donc, on est sur 1,3 milliard. Ça, c'est le gâteau global. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on va regarder ce matin, c'est le marché français. Le vin bio a cela de spécifique par rapport aux autres filières bio qu'il est la seule filière qui exporte. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 552 millions qui partent à l'étranger. Globalement, en Union européenne, du coup, je vous remets la slide, comme ça on évacue la dimension internationale. Donc à 40%, ça part en Union européenne, donc ce sont les Allemands les plus friands. Et à 60%, ça part plutôt Royaume-Uni, États-Unis, hors Europe. Donc ça représente à peu près 40% du marché qui va partir à l'étranger. Et nous, on va se focaliser sur le marché domestique. Et juste pour montrer qu'en matière, je ne sais pas si on parle de souveraineté alimentaire en vin, mais en revanche, on est des très petits exportateurs puisqu'on importe à peu près 0,3% de notre consommation. Donc c'est un marché qui est quand même contributeur au solde commercial de la France. Et notamment, on importe un petit peu d'Espagne et d'Italie, pays que je vois fort bien représentés sur Millésime Bio. Donc, si on revient sur nous, notre marché global, on a plus d'1 milliard d'euros. Alors, nous, l'agence, on n'existe que depuis 20 ans, contrairement à Millésime Bio qui fête ses 30 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que le marché a fait x4, puisque en 2010, il pesait 322 millions d'euros. Donc, c'est bien la preuve que c'est un momentum et qui n'est pas seulement dans la consommation, mais qui est aussi dans les vignes. Puisque la situation assez inédite qu'on vit actuellement en bio, puisque jusqu'ici, on avait un marché une demande qui tirait la croissance, c'est que là, la demande marque le pas.
mais on a de plus en plus d'agriculteurs et de viticulteurs qui, eux, veulent passer en bio. Donc c'est un peu un bouleversement. Jusqu'ici, on avait un marché qui était en pénurie, et donc il fallait produire pour suivre la demande. Et là, maintenant que la demande ralentit, on se rend compte qu'on a des agriculteurs qui, eux, tapent à la porte, notamment des chambres d'agriculture, et disent « Moi, je voudrais exercer ce métier en bio ». Et là, on tombe sur un point crucial qui est qu'il ne vous a pas échappé que la pyramide des âges des agriculteurs / viticulteurs est plutôt vieillissante, que plus d'un agriculteur sur 2 dans les 10 prochaines années va passer la main. Donc ça fait à peu près 20 000 transmissions à gérer, et qu'on est dans un moment historique où il faut presque qu'on garantisse un droit au bio, parce que si ces candidats à la reprise de fermes ou de vignobles, on leur dit « Ah non, le marché bio patine, vous ne pouvez pas, reprenez vos pesticides », on perd une chance de recruter les générations futures d'agriculteurs. Donc, le vin bio, effectivement, on est dans une période de croissance où on a vu en 10 ans la vente des vins bio multipliée par 3, comme je vous le disais, et être à la fois avoir un marché domestique musclé, mais aussi très diversifié. Donc, ça, vous les aurez, hein, les slides, je pense. Je vois madame qui va saturer sa carte mémoire, mais je pense que vous allez les distribuer. Donc, en France, la quasi-totalité des vins vendus sont français. Les produits bio vendus en France, c'est 10% en fait du marché bio. Le marché bio, c'est un gros gâteau d'à peu près 13 milliards, si on compte tout. Et le vin a une place de choix puisqu'il en représente quasiment 10%. Et sur le taux de pénétration des produits bio, pour vous donner un ordre d'idée, la consommation bio des Danois, c'est les plus gros consommateurs en proportion de bio. Ils boivent 14% de bio. On a, nous en France, par exemple, le produit où le taux de pénétration du bio est le plus élevé, c'est à peu près le lait, c'est 15%. On est en bio à 5,7% des vins consommés qui sont en bio. Sur ce graphique, vous pouvez voir que la biodiversité des canaux de distribution profite au bio. Pourquoi ? Parce que on a décidé de croiser, c'est à la fois le volume et valeur. Ceux qui vendent beaucoup ne vendent pas forcément cher. Spoiler, ceux qui créent le moins de valeur ajoutée, c'est la GMS, donc le circuit sur lequel on va faire un focus 2022 juste après. Donc la vente directe et les cavistes, ça reste dans l'ADN du bio et surtout dans l'ADN de la valorisation du vin. Je me permets de dézoomer, de sortir du marché du vin et de regarder juste le marché bio global. En France, il y a plus d'une ferme sur 2 qui vend en direct en bio. Alors qu'en moyenne nationale, c'est 1 sur 4. Donc le contact direct et la vente directe, c'est dans l'ADN du bio. Quand on a décidé, passez-moi l'expression, mais de se casser la nénette à produire en se privant de 90% de la chimie disponible, c'est pas pour laisser partir son produit comme ça, sans état d'âme. Il y a une propension très forte des agriculteurs et des viticulteurs bio à garder le lien direct. Et parce que quand on est sur du bio, on est sur un produit de qualité qui est bichonné, on aime bien avoir le retour de son client. D'où le fait que vous avez une plus grande biodiversité. Ce que je vous disais, c'est pas l'autoroute de la GMS ou de l'export, ce sont des circuits qui jouent pleinement leur rôle dans la croissance des circuits bio. Mon credo, on me le reproche parfois, c'est qu'il faut communiquer massivement, puisque ce que l'on voit, on va publier en février sur le Salon de l'Agriculture le baromètre de la perception de la consommation bio. En fait, nous, Agence Bio, chaque année, on interroge 4000 Français représentatifs et on leur dit « mais vous en êtes où dans votre rapport au bio ?» Et ce qu'on a vu cette année, c'est qu'il y a un boom. C'est le prix, on pensait qu'en période d'inflation, le prix allait être de plus en plus un problème. En fait, non. Il y a une défiance et une incompréhension de ce qu'est le marché bio. Et donc, on se dirige vers ce qui a été vécu par la filière œufs, par la filière lait cette année. C'est qu'on a dans les champs, une dynamique, dans les vignes, une dynamique qui veut passer en bio. En fait, l'attractivité du bio, elle est quasiment côté amont agricole. Et en revanche, on risque, alors la demande est encore et pas en crash, mais on voit qu'il y a quand même un delta qui va se creuser entre des volumes qui arrivent et une demande qui ralentit. Si maintenant on regarde côté donc, production, c'est le moment, avant de vous annoncer les mauvaises nouvelles pour la GMS, de faire un petit cocorico bio, puisque 20% de vignoble français est désormais en bio.
Et par rapport à 2000, on est toujours sur des chiffres 2021, par rapport à 2020, on a quand même eu plus 16%. Donc là, je vous dis, on touche le nœud du sujet qui est, on a des vignes qui veulent passer en bio. Et encore, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un marché en face qui puisse donner ce droit au bio, à passer au bio aux viticulteurs. Et la grande force de la filière viticole par rapport aux autres filières bio, c'est le fait qu'elle ait déjà ouvert des marchés à l'export. On peut le voir d'ailleurs dans le visitorat plutôt international de ce salon. Donc les conversions, il va falloir absorber. La spécificité du marché bio, c'est le fait de devoir absorber 3 ans plus tard les volumes qui arrivent. Or, c'est ceux qui ont fait le choix de la conversion au bio, il y a 3 ans, ils ont fait un choix d'entrepreneur rationnel. Ils ont vu un marché en croissance, ils ont dit, bon, ben, très bien, on y va. Donc il faut réfléchir maintenant collectivement en tant que citoyen, comment est-ce qu'on absorbe ces nouveaux volumes des 160 000 hectares de vignes cultivées en bio, parce qu'on ne peut pas freiner la transition agroécologique. On ne peut pas dire dans les champs, non, ne passez pas en bio. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, en fait, l'ensemble des surfaces bio, c'est 2,8 millions d'hectares. On est passé cet été devant l'Espagne en production bio. On est leader européen de la production bio en surface allouée. Et ça correspond à peu près, le bio correspond à 10% des surfaces agricoles françaises. Donc 2021, j'imagine que vous le savez, la Gironde a représenté 16% des surfaces de vignes françaises bio et en conversion. C'est vraiment j'en vois qu'ils sont très fiers. Si maintenant on dézoome à l'échelle des régions, l'Occitanie représente 36% des surfaces de vignes bio et en conversion. Et globalement, on remarque qu'il y a 4 régions qui sont les locomotives de la croissance du bio, puisqu'elles 4, elles font donc 80% de l'ensemble des surfaces. Et pour le plaisir, je vais les nommer, c'est Nouvelle-Aquitaine, c'est Rhône-Alpes et c'est Occitanie et PACA. Voilà pour la progression. Donc on attend. C'est pour ça que moi je me fais une chasse au trésor dans le salon. Je cherche les bourguignons parce que je sens que la vague bio, la remontée bio, si je fais la Miss Météo, tarde un peu à remonter côté Grand Est et Bourgogne. Maintenant, si on regarde la spécificité du marché bio en volume, c'est que c'est un marché qui ne déclasse pas. Vous avez sans doute entendu parler des déclassements du marché du lait, de ces gens qui ont produit du lait en bio et qui ont dû le vendre en conventionnel. Bon, on a une spécificité en marché bio, c'est que globalement, le vin cultivé en bio est vinifié en bio et il est vendu en bio. Et tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte que ça reste de cette même façon, à l'identique. Il y a aussi une spécificité du marché bio, c'est qu'il a une plus forte propension à être labellisé en AOP. Donc, puisqu'on a plus de 10 points de plus par rapport à leurs homologues non bio. Et donc, gardez juste un chiffre en tête, c'est que le vin bio représente 7,4% de la production française totale. En France, donc, comme je vous le disais, on a peu de déclassements. En fait, je me suis auto-spoilé ma propre slide, puisque c'est la preuve qu'on a une filière qui est structurée, qui ne dévalorise pas au cours des maillons de la chaîne des produits bio en non bio. Donc voici pour les volumes. Sur 3,1 millions récoltés en hectolitres, on en vend 2,5 en bio. Alors, les principaux circuits de distribution. Et là, on a fait un rappel de 2021. Donc, on a regardé comment se structurait entre export, marché domestique. Là, maintenant, comme la grande distribution, je vous le disais, a ces chiffres avant l'ensemble du marché, nous, on va récupérer ces chiffres-là, on va en parler. Et je vous donne rendez-vous le 1er juin, au moment où on aura à la fois croisé une 50aine de sources, puisque l'agence bio, on fait un travail de bénédictin, puisqu'on interroge donc les 26 000 fermes qui vendent en direct, etc. On interroge les cavistes, on interroge les grossistes, on interroge les restaurateurs. Et ensuite, on concatène tout ça pour avoir un marché global. Si maintenant on regarde le poids de la GMS, alors certes, vous allez me dire, ce n'est que un tiers de notre marché domestique, et ce n'est que 20% si on enlève l'export, mais ça nous permet de voir d'ores et déjà des premières orientations. Et donc, focusons sur les 245 millions que nous devons à notre bien-aimée grande distribution, qui donc regroupe 7 enseignes, mais en fait 4 centrales d'achat. Donc la grande distribution, c'est le 3e débouché, derrière la vente directe. Donc là-dessus, qui est le plus délicat à remonter, puisque c'est des dizaines de milliers de points de vente qui n'ont pas de système de caisse centralisé. Et les cavistes, même chose. Donc dans les circuits de GMS, on a des supermarchés, des hypermarchés qui restent très largement majoritaires.
et dont le poids reste quand même qu'un vin bio sur 5 est distribué en GMS sur le marché français. Donc je vous laisse regarder cette ventilation qui, je pense, avec laquelle vous êtes familier. Mais on va rentrer du coup dans le vif du sujet des chiffres. Alors je ne sais pas, j'ai une inquiétude sur leur affichage, mais je vais vous les donner a cappella. Donc en GMS, les vins bio représentent 4,5% des ventes en volume. Donc c'est en recul. En 2022, à peu près, spoiler, tout est en repli sauf le rosé. Ce qu'il faut contextualiser, c'est qu'en fait, la baisse des vins bio, elle n'est pas décorrélée. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas en croissance sauf les vins bio. On a globalement une déconsommation, qu'elle soit alimentaire ou sur les liquides, des Français. L'INSEE a publié pour les 9 premiers mois de l'année une déconsommation de 4% au global des Français. Donc, certes, le bio est en baisse, mais il est en baisse dans un marché en baisse. Mais il est en baisse un peu plus accentuée. Donc, en 2022, il y aura certainement une perte de vitesse des vins bio, mais pas que, les homologues conventionnels aussi. Donc, vous avez ici les vins tranquilles et les vins effervescents. D'une manière générale, le poids des effervescents est dérisoire par rapport au marché conventionnel en bio. Il est un peu plus faible. Mais vous avez donc volume en baisse. Donc, si on va descendre en entonnoir. Donc, au global, on est à moins 8,22 de baisse en volume sur tout le marché. Et en valeur, on est à moins 7%. Si maintenant on fait un focus, donc vin tranquille, en volume, on est à moins 9. Et en valeur, on est à moins 8. Si on fait l'équivalent sur les vins effervescents de moindre poids, on est à moins 7 et à moins 5 en valeur. Donc, effectivement, je suis navrée de ne pas partager de bonnes nouvelles, mais je vais du coup vous parler des vins rosés qui, eux, sont ceux qui, si on fait un focus par couleur, ont tiré leur épingle du jeu. Donc, pour ce qui est des volumes, les blancs sont à moins 9,9%. Les rouges sont à moins 14,8%. Mais les rosés sont à plus 1,7%. Si maintenant on fait un focus en valeur, les blancs sont à moins 0,8%. Les rouges sont à moins 12,8%. Et les rosés, bonne valorisation, à plus 7,6%. Ces chiffres bio doivent être recontextualisés avec les chiffres du conventionnel. Les vins conventionnels tranquilles, en volume, ont baissé de 5,8%. En valeur, ils ont baissé d'1,9%. Donc, ils se sont bien maintenus pour ce qui est des prix. Et concernant les effervescents, on est à moins 11,8 en conventionnel en volume et on est à moins 2,9 en valeur. Donc, on a un marché qui patine globalement sur l'ensemble des couleurs sauf rosé. Et surtout, on a un marché qui est sur-patine en bio. Voilà pour les chiffres partagés de la GMS. Donc, je suppose que vous avez des questions. Je suis navrée parce que je ne vois pas les taux d'évolution que je viens vous donner sur la slide. Donc, ça sera corrigé quand elle sera circulée. Mais ce vers quoi on se retrouve, en fait, c'est que pour la première fois, le bio doit sortir du bois. Jusqu'ici, le bio était le marché muet, dans la mesure où, quand vous n'avez pas assez de produits pour servir la demande, vous n'allez pas commencer à faire de la pub. Ce serait gâché. Donc, les parallélismes qu'on peut constater entre bio et non bio, c'est qu'on arrive à un tournant de l'histoire. Donc, le label AB va avoir 37 ans. Le marché de la GMS est structuré, puisque ça fait depuis les années 80 qu'on a de la distribution spécialisée. Or, jusqu'ici, vous n'aviez pas vu de pub bio. Il n'y avait pas de communication bio. Si je prends un parallélisme avec, par exemple, les produits laitiers, à un moment, il y a eu trop de lait en France et on s'est dit, très bien, on va devenir terre de lait. Et l'interprofession du lait, à coût de dizaines de millions d'euros, a communiqué chaque jour en disant les produits laitiers, des sensations pures, les produits bio, les produits laitiers, nos amis pour la vie. Or, vous n'avez jamais entendu parler de campagne qui explique les vertus du bio. Actuellement, il y a un déficit d'information totale des citoyens qui sont aussi des consommateurs sur ce qu'est le bio, quelles sont ses vertus environnementales, sociales,
Et comment est-ce qu'on inclut du bio au quotidien? Puisqu'il y a une perception prix souvent erronée sur le prix du bio qui serait plus élevé. Là encore, une fois de plus, je vous appelle à la vigilance, puisque quand vous entendez parler du prix du vin bio, en fait, il n'y a pas un prix du vin bio, il y a les prix du vin bio qui sont fort variables en fonction du circuit où on achète. Quand on achète en grande distribution ou quand on achète à la vente directe, ça peut être potentiellement radicalement différent. Donc, on est dans un moment historique où, et je sais très bien que le secteur du vin a des fortes contraintes pour communiquer, où on ne pourra pas continuer de fixer un objectif de 18% de terres en bio, puisque c'est notre objectif où la France s'est engagée vis-à-vis de l'Union européenne, à allouer 18% de ses surfaces agricoles au bio. Ce n'est pas un objectif fantaisie, il y a bien une raison pour laquelle on a fixé ce pourcentage-là. C'est que, en fait, le bio, c'est celui qu'on aime avoir comme voisin. Nous, à l'agence bio, on a un outil de géolocalisation des parcelles en bio. Ça s'appelle Carte Bio. Je vous invite à regarder, c'est sur notre site et c'est en accès direct. Ce sont les données publiques où vous pouvez regarder, vous rentrez votre code postal et vous regardez si les parcelles à côté de vous sont en bio ou pas. Ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on présente cet outil sur le salon, le premier réflexe des gens, c'est de retaper leur code postal et de dire « est-ce que mon voisin est bio ?» Donc on a, et notamment je sais que c'est sensible à chaque fois qu'il y a des traitements dans les vignes, on a une population qui a envie d'avoir un agriculteur bio à côté de chez lui, un viticulteur bio, mais qui, une fois dans les rayons, peut être troublé et donc marquer le pas. Ces chiffres qu'on voit qui marquent le pas de la demande, en fait, ils sont à la fois conjoncturels, parce qu'il y a eu une perturbation. Nos modes de consommation sont sans dessus-dessous après 2 années de Covid. On a vu que lors de dernier été, on voit d'ailleurs, j'ai déjà vu des retombées presse qui disent que les stations de ski sont très bien remplies. On a vu cet été que les vacances, c'était quoi qu'il en coûte. Donc les priorités des Français sont globalement réallouées sur d'autres choses que ceux qui étaient leurs priorités en plein confinement quand on était assigné à résidence et forcément avec le nez sur ce qu'on mangeait et ce qu'on consommait. Actuellement, il y a pas mal de bio-bashing qui pourrait laisser entendre que le bio va retourner à sa niche, entre guillemets. C'est que le bio, c'est 5% de l'offre alimentaire globale, c'est 6% des courses des Français. Bon, on imagine que ça va sans doute se recontracter et revenir à ce que certains imaginent la norme. C'est faux. Le futur du bio sera ce qu'on en fera. Il y a des pays beaucoup plus volontaristes que nous qui ont réussi à monter la consommation de bio. Par exemple, les Danois, c'est 14% de leurs courses en bio. Maintenant, si on veut avoir une stratégie, donc notre projet stratégique national dit 18% des surfaces en bio, il faut que pour la première fois, on se pose la question de comment est-ce qu'on a la demande qui est en face. On ne peut pas, nous, citoyens, vouloir des voisins qui sont en bio, mais une fois qu'on est consommateur, ne pas les soutenir. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de stimuler la demande. Stimuler la demande, comment on fait? Je vous parlais des campagnes des produits laitiers. Il faut communiquer. Ce n'est pas de la pub, en fait. C'est de l'information citoyenne. Nous, Agence Bio, on a remarqué qu'il n'y a pas besoin de faire de la pub pour que ça crée de l'envie, de la désirabilité et de la consommation bio. Je vous prends un exemple. J'ai vu le directeur d'EcoCert, donc le principal organisme certificateur du bio. Lui, quand il recrute des juniors, qui ne sont pas forcément des salaires mirobolants, puisqu'ils sont en tout début de carrière, ils sont tous juniors, il lui arrive parfois de recruter des gens qui ne mangent pas bio. Ce n'est pas un critère de recrutement de manger bio, ou qui ne connaissent pas forcément le bio. Plus ces jeunes auditeurs sont exposés à des agriculteurs, des viticulteurs, des producteurs bio qui leur expliquent leur méthode, leur façon de faire, leur choix de société, parce que quand on est en bio, on y est pour la vie, puisqu'on a assez peu de déconversion. J'attire votre attention, puisque les médias titrent beaucoup actuellement sur les déconversions. En fait, nous, à l'agence bio, on suit les entrées et les sorties du bio. Je peux vous l'annoncer, le solde sera positif en fait, entre les entrées et les sorties de bio cette année. C'est ce que je vous disais, on pousse en fait, c'est plutôt dans les champs qu'on veut passer en bio et c'est la demande qui patine. Donc tout notre enjeu dans le secteur bio, ça va être de stimuler la demande de façon à ce qu'elle absorbe la production de ces gens qui veulent passer en bio. Parce que je vois difficilement comment on pourrait faire une transition agroécologique sans que le bio en soit un fer de lance et un aiguillon. Puisqu'on entend beaucoup parler en ce moment d'agroécologie. Agroécologie, c'est un terme un peu valise, c'est un mot qui, pour l'instant, chante plus qu'il ne parle, puisqu'il n'est pas défini par un cahier des charges. Et il y a 2 agroécologies. Il y a celle qui est OK avec le fait de recourir à de la chimie de synthèse, à des produits synthétiques, qui n'est donc pas bio. Et puis, il y a l'agroécologie bio. Et donc, c'est important de dresser l'oreille quand on entend parler d'agroécologie. Mais laquelle? La bio
ou l'autre. Donc, dans cette demande qui marque le pas, il y a, je vous disais, ces changements sociologiques. On n'a pas mesuré l'impact de retournement de la consommation post-Covid. Mais il y a aussi donc c'est conjoncturel, mais il y a aussi un volet structurel qui est le déficit de compréhension et voire de confiance que l'on pourrait voir apparaître sur le label bio. Le label bio est effectivement très connu, c'est 87% de taux de notoriété pour le label AB, et pour l'Eurofeuille, on est au-delà des 67%. En revanche, qui dit connaître ne dit pas forcément faire confiance. Or, actuellement, on remarque qu'on est en train, en ce moment même, de faire des focus group avec des consommateurs pour comprendre ce qu'ils mettent derrière la notion de bio. Globalement, ce qui arrive en premier, c'est le mot, effectivement, pesticide. Là aussi, c'est important qu'on puisse faire comprendre qu'il n'y a pas non plus zéro pesticide, puisque le bio utilise une chimie dite naturelle et refuse les molécules synthétiques. En revanche, ce qui est important de pouvoir resituer, c'est de dire, en Europe, il y a 450 molécules chimiques autorisées, synthétiques et naturelles. En France, on en a 372. Et en bio, on en autorise 35%. Et donc, c'est important de montrer que ce ne sont pas des uluberlus qui ont décidé de se lancer le défi de produire en se privant de 90% de l'arsenal chimique disponible. C'est un choix de société. Notamment, je reviens sur le chiffre des déconversions. Jusqu'ici, année après année, on avait à peu près 4% de ceux qui avaient fait le choix du bio qui en sortaient. C'était à peu près stable depuis des années. Et sur ces 4% de sorties du bio, ce n'étaient pas toutes des déconversions. Puisque qui dit déconversion dit je reste agriculteur et je reprends mes produits chimiques synthétiques. Non. Là, pour la moitié d'entre eux, ils partaient à la retraite. Pyramide des âges oblige. Ou ils changeaient d'activité. Je vais faire chambre d'hôte ou être soignante. Ce 4%, il risque effectivement d'augmenter un petit peu. On a vraiment vu beaucoup de titres alarmistes sur le marché bio. Mais on estime qu'il va atterrir, parce que les derniers audits bio sont en train de se tenir, on est encore en janvier là, on estime qu'on va atterrir à peu près à 6%. Donc 4 à 6%, ce n'est pas non plus un désaveu de déconversion. Ça, ce sont des estimations qu'on partage. En revanche, ce qu'on a remarqué, et ça c'est le rôle des organismes de producteurs, des coopératives, des industriels, même des distributeurs, c'est qu'on a remarqué un coup de frein sur les conversions. C'est-à-dire que là encore, on a des candidats au métier agricole. Le métier agricole a crucialement besoin d'attirer des talents puisqu'on va se retrouver en déficit démographique. Mais on a un frein qui consiste à dire « venez, mais pas forcément en bio ». Or, ne serait-ce que parce que la consommation bio, c'est une consommation individuelle qui profite au collectif, puisque quand moi je mange bio, je vous baisse votre facture d'eau, ou je régénère et j'augmente la biodiversité. Ça, c'est quelque chose qui fait absolument consensus, que ce soit bio ou conventionnel, plus 30% de biodiversité sur les exploitations en bio. On se retrouve avec donc une production qui est bénéfique au collectif. Ça, j'attire votre attention aussi sur le fait que le 30 juin dernier, la Cour des comptes, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un repère de talibio ou que sais-je, la Cour des comptes a fait un rapport dans lequel elle liste tous les bienfaits de l'agriculture biologique et pourquoi est-ce que collectivement, que ce soit en tant que citoyen ou contribuable, on a tout intérêt à investir sur ce mode de production. Je ne sais pas si mon temps est écoulé aussi. Peut-être s'il y a des questions. Oui, parce que sinon, moi, si je suis lancée, moi, passion micro, Voilà. je continue, mais... Peut-être qu'on peut fonctionner avec des questions. Juste, est-ce que tu peux nous confirmer, c'est hors hard discount oui, GMS effectivement, que tu le hard discount n'a pas encore remonté, ne remonte pas. Ils valent pas quoi, de toute façon. Non, effectivement, Nielsen, en fait, on est à la globalement, les panélistes n'ont pas le hard discount dans leur... Donc ça, on va l'enquêter et ce sera rendez-vous le 1er juin, là encore, pour avoir la vision globale. Ouais, ça peut être intéressant parce que sur le marché allemand, on sait qu'une bonne partie du bio est partie dans le hard discount. Et ce serait bien de voir la vision en France si le marché est en train d'évoluer comme ça ou pas, quoi. Tu parles plutôt des effervescents Je parle sur le marché global bio en Allemagne, il y a quand même une bonne proportion qui partent dans le hard discount en fait. Oui, donc du coup, ce sera intéressant de voir si la France suit ça ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Yes, effectivement, et notamment en nombre de références, puisqu'on a vu... alors ça, je n'ai pas le chiffre pour la GMS en 20. En revanche, au global, on sait qu'il y avait à peu près 8,5-9% des références des SKU, des codes barres qui étaient consacrés au bio, là où le bio ne faisait que 4 à 5% de chiffre d'affaires des enseignes. Et on assiste à effectivement un déréférencement du bio. Alors,
je pense qu'il faut mesurer la baisse des ventes parce que c'était beaucoup de slow sellers. Il y a eu beaucoup de déclinaisons en bio qui parfois n'étaient pas forcément dans l'idée que le consommateur se fait du bio et qui donc ont pu sans trop de dommages sortir des rayons. Mais en revanche, pour ce qui est de la combinatoire, on a effectivement une crise conjoncturelle de changement de mode d'usage, mais on a aussi cette crise structurelle. Je vous parlais de déficit d'information. De manière générale, on ne peut pas être une démocratie... je sais qu'on est un salon millésime bio, mais je me permettrai le mot démocratie alimentaire, si on n'a pas des citoyens informés. De manière générale, on est une démocratie parce qu'on envoie à l'école obligatoire jusqu'à 16 ans nos citoyens pour qu'ils sachent lire les programmes, qu'ils sachent lire les médias et qu'ils sachent se faire un avis éclairé avant de voter. Pour voter dans les rayons, quand vous êtes chez votre caviste ou quand vous êtes livré à vous-même en GMS, si vous n'avez pas eu d'informations suffisantes sur les labels, vous ne pouvez pas faire un choix éclairé. Or, actuellement, on pourrait imaginer que les modes de production agricole, l'agriculture fasse une entrée ne serait-ce qu'au primaire, en expliquant dès le plus jeune âge comment on produit dans les champs, puisqu'on est assez analphabète sur la question. Mais ensuite, hormis cette éducation initiale, il est absolument nécessaire qu'il y ait une communication récurrente, une information citoyenne récurrente sur ce qu'est le bio. Parce que si on veut, nous, en tant que consommateurs, mettre 1 euro sur la transition agroécologique, mettre 1 euro sur la transition même énergétique qui est en cours, il faut qu'on sache derrière les coulisses. Parce qu'il y a des formes d'agriculture où il y a eu 300 chercheurs de l'INRAE, parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des chercheurs en agronomie, qui ont quantifié le retour sur investissement. Je vous parlais de la biodiversité, mais il n'y a pas que ça. En fait, consommer bio, c'est améliorer l'état des communs, pas seulement la qualité de l'eau, parce que le bio, c'est pas pour rien qu'il est soutenu largement par les agences de l'eau. Les agences de l'eau, c'est à peu près... Les agences de l'eau qui sont en charge de la qualité et de la quantité de l'eau potable ont un budget de 2,2 milliards d'euros qu'ils consacrent à l'agriculture dite bas intrants. Là-dedans, le poids dominant, la grande majorité des initiatives concernent les agriculteurs qui sont à proximité des zones de captage, et les agences de l'eau vont les voir en disant passer en bio. Si on fait cela, c'est bien que parce que ça nous coûte collectivement beaucoup moins cher de faire du préventif que du curatif. Donc on a un bénéfice collectif à consommer bio. Il est indispensable que le consommateur, une fois qu'il est dans les rayons, le sache. Parce qu'il y a aussi beaucoup de labels qui font des promesses de simili bio, qui vont vous parler de bénéfices qui sont certes... qui vont mettre le focus sur un aspect de la biodiversité ou un aspect de la réduction d'intrants. En revanche, l'euro qui est le mieux investi pour avoir un retour collectif, un retour sur investissement environnemental, on sait que c'est le bio. Sauf que pas assez de gens le savent, puisqu'il y a plus d'1 Français sur 2, il y a 48% des Français qui ne s'estiment pas assez informés sur le bio. Et là, les prochains chiffres, vous allez voir, ça va boomer, mais il y a plus d'une moitié des Français qui, eux, estiment que ne savent pas pourquoi le bio serait plus cher. Donc, il y a un enjeu d'information. Si on veut être une vraie démocratie alimentaire, on ne peut pas se permettre d'être des citoyens / consommateurs pas assez informés. D'où l'intérêt de communiquer. Et on le vit pleinement, le secteur alimentaire. On l'a vécu cet été, puisqu'on a lancé collectivement avec une 8 interprofessions, plus la Maison de la Bio, une campagne qui s'appelle Bioréflexe. On a remarqué que là encore, ce n'était pas une campagne de propagande, c'était une campagne d'information. Factuellement, on revenait sur quoi? Sur les contrôles en bio, sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau et sur le fait que le bio pouvait rentrer au quotidien facilement. Globalement, quand cette campagne s'est déployée dans les points de vente, directement après, il y a eu plus 5% de chiffre d'affaires. Donc c'est bien la preuve que juste en informant, c'est pas de la réclame, juste en informant le consommateur, on augmente. Donc toute la question qui va se poser pour les filières viticoles, c'est comment communiquer de façon à ce que le vin bio soit identifié comme un vin qui contribue du coup à la qualité de vie, puisqu'il contribue à l'amélioration de l'eau, de la biodiversité. Et comment est-ce qu'on fait pour que un consommateur qui est prêt à payer un peu plus cher pour accompagner la transition agroécologique en cours ait envie de mettre ce léger surcoût sur du bio, dont on sait que le bénéfice, le retour sur investissement a été prouvé. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, pardon, c'est pas des chiffres sur le vin du Danemark, c'est au global. Mais... Oui, vous nous avez parlé du Danemark, on a aussi évoqué le cas de l'Allemagne. Y a-t-il en Europe finalement, quels sont les autres pays les plus avancés, savez-vous, en matière de consommation bio? Alors, le Danemark, au global, vous avez 14% des courses alimentaires des Danois qui sont en bio. Si on fait un focus, d'ailleurs, c'est assez intéressant, sur eux, ils ont décidé d'augmenter la proportion de bio catégorie par catégorie. Si vous prenez les produits de la vie quotidienne, le beurre, le lait, le fromage râpé, etc., eux, ils sont à 30% de bio. Donc, globalement, le Danemark est assez haut. Vous avez les Suisses et les Autrichiens qui sont à peu près dans 12-11%, Suédois également, et qui sont parmi les plus avancés. Nous, alors, je me permettrai de partager une constatation. Là encore, c'est pas que viticulture, mais en France, on fait 6% de nos courses en bio. On était à 6,6%. On estime ça pourrait se contracter, mais ça resterait autour de 6% lors de la publication de nos chiffres 1er juin. Dans nos cantines, on a un objectif de 20% de bio et on en est à 6%. En revanche, ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'on a inventé le concept de restaurant en France à la Révolution française. On a 176 000 restaurants et ces restaurants achètent moins de 2% de bio actuellement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils le font surtout en vin. Mais ce qui nous inquiète, et d'ailleurs l'Agence Bio a gagné un programme européen de 2 millions d'euros sur 3 ans pour sensibiliser cette cible justement des restaurateurs, et quels que soient des chefs et des sommeliers, et quel que soit leur positionnement prix, puisque tout le monde est concerné. Ce n'est pas les étoilés seulement qui vont faire la transition agroécologique et acheter du vin bio. Non, ça va du bistrot à la brasserie, au routier, en passant par le kebab. Tout le monde peut contribuer à la transition agroécologique. Il se trouve que ces 2%-là, si jamais demain le secteur de la restauration se mettait à consommer 10% de ces produits, de ces achats denrées alimentaires en coût matière en bio, ça ouvrirait un marché d'1,5 milliard. Je vous rappelle que le marché du bio, il est autour de 13 milliards, donc c'est pas l'épaisseur du trait. Et donc c'est important qu'on puisse trouver ces relais de croissance-là. Et juste pour revenir sur votre question sur la dynamique européenne, on a vu que l'an dernier, la France est la première à avoir enclenché un léger tassement du marché puisqu'on était à -3, alors que la croissance continuait dans les autres marchés. On attend là encore les remontées puisque les autres pays ne remontent pas forcément leurs chiffres annuellement, mais on voit qu'il y a quand même un repli qui désormais s'est à peu près généralisé à l'échelle européenne, mais plus ou moins fort. Et là encore, tout dépend de politiques. Si le Danemark est aussi bien positionné, c'est lié à une politique extrêmement volontariste de ses pouvoirs publics. Alors, jusqu'ici, c'était... Alors, pourquoi pas de campagne de communication en France? Alors, les associations bio, tout ça. Alors, comme je vous le disais, on était dans un marché de pénurie. Donc, on ne communique pas, on ne va pas appeler des clients si derrière, on ne peut pas les servir. Mais on a eu, pour la première fois l'an dernier, une situation d'encombrement des marchés, par exemple, pour l'œuf ou pour le lait, ou de situation de déclassement. Et on s'est rendu compte que jusqu'ici, le marché bio était paramétré juste pour même si vous regardez le plan Ambition Bio, qui est le plan de déroulement, c'est la stratégie de l'État pour développer le bio, il n'est libellé qu'en hectares de bio. Même pas en équipements qui permettent en cuve ou en stockage, c'est uniquement de l'hectare. Donc je pense que là, on est arrivé à la fin du plan Ambition Bio. On est en train d'en réécrire un sur comment est-ce qu'on va servir notre objectif de 18% de surface bio. Et je pense que historiquement, ça sera la première fois qu'on se posera la question de comment stimuler la demande. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'expression, c'est que jusqu'ici, comment est-ce qu'on communique? On communique en se finançant sur des CVO, des contributions volontaires obligatoires qui sont versées à des interprofessions. En France, il y a plus de 40 interprofessions qui ont vocation à valoriser chacune des filières. Le CNIEL valorise les produits laitiers, Interbev valorise la viande. Ils sont au service de l'ensemble des filières. Et ils ont une communication bio qui était jusqu'ici assez mineure puisqu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Et donc c'est pour ça que l'an dernier, lorsque les acteurs de la filière bio, dont l'agence bio, ont alerté le ministre en disant il va falloir réagir, il faut stimuler la demande, c'est la priorité, on nous a donné un budget de 400 000 €, nous, agence bio, qu'on a mis au service du collectif. Donc on est allé voir les interprofessions, viande, lait, œufs, on a un poulailler, miel, bref, on est allé voir l'ensemble des filières, on a dit, nous, on met à votre disposition, on va forger une campagne collective.
on va dire qu'on est l'équipe de France du bio. On va dire qu'on va forger le cri de guerre de l'équipe de France du bio. On va tous endosser le même maillot parce que c'est important qu'il y ait un message uniforme qui rappelle le consommateur qui s'est égaré dans des labels simili-bio ou qui doute, qui dit oui, non mais le bio, est-ce que c'est bio, est-ce que moi je n'achète pas bio. Ça, c'est une objection qui me rend dingue. C'est non, moi j'achète pas bio, j'achète presque bio. Mais c'est quoi presque bio en fait et vous vous faites soigner par un presque médecin Donc il y a vraiment un enjeu de rappeler que le bio c'est la caution de l'État. C'est quelque chose de sérieux, c'est un diplôme d'État en fait de transition agroécologique. C'est l'État via l'INAO qui habilite 10 organismes certificateurs dont l'habilitation est remise en cause chaque année, qui à leur tour vont contrôler plus de 120 000 fois. Il y aura eu 120 000 contrôles cette année. Le bio, c'est contrôlé plus d'une fois par an. C'est le petit plus produit du bio, c'est que vous avez votre contrôle obligatoire une fois par an qui est programmé, et puis vous avez le contrôle surprise aussi. Donc ça, il y a trop peu de citoyens qui le savent. Dans les focus group, on se rend compte que parfois les gens, on leur demande mais c'est quoi le bio pour vous ? Ils disent c'est qu'on limite à 5% de produits chimiques, à 5% de pesticides autorisés. Ah, mais d'où ça vient ? Donc il y a vraiment. Donc effectivement, il y a rappelé les fondamentaux et c'est même pas de la pub en fait. En fait, jusqu'ici, quand on a entendu parler de bio, on entendait parler de bio par des géants qui ne parlent que de prix, par exemple, qui disent le bio au prix du conventionnel. C'est même pas que c'est pas une communication, c'est que c'est se tirer une balle dans le pied puisque ça veut dire que on compare des choux et des carottes. Donc il y a eu effectivement de la réclame, ce qui n'est pas souhaitable, puisque ce n'est pas ça qui informe le citoyen. Et donc c'est pour ça que l'an dernier, quand on nous a donné cette somme exceptionnelle du ministère de l'Agriculture, on a dit on va forger une campagne collective qui va rappeler les fondamentaux du bio. Et l'engagement de chacune des interprofessions membres de l'équipe de France du bio, c'est on va reprendre ça pour notre filière. Et là, je souligne qu'à mon grand regret, il n'y a pas eu de filière viticole. Donc on espère bien que pour la vague 2 de cette campagne, on va pouvoir faire le test avec les filières viticoles. Et donc, on a repris en canon des messages similaires, déclinés sur le lait, le fruit et légumes, etc., sur 4 mois. Et c'était la campagne Bioréflexe. Vous l'avez peut-être entendu sur Radio France, sur France Bleu. C'est pour nous, pour la planète, Bioréflexe, parce qu'on a voulu positionner le bio comme un quasi-éco-geste. En fait, si on veut faire une transition alimentaire, une transition agroécologique, il faut qu'on change nos usages. Souvent, on me dit, oui, mais toi, tu dis que pour manger bio, il faut cuisiner plus, il faut gaspiller moins, il faut aller acheter chez les petits producteurs. Tout ça, c'est compliqué, c'est relou. Oui, mais en fait, ça fait partie, c'est le sens de l'histoire. Et donc, personne n'avait envie d'éteindre systématiquement la lumière. Moi, je me souviens, dans les années 80, c'était pas du tout un sujet ou de trier ses déchets. Pourtant, l'ADEME nous a tous éduqués à cette transition énergétique, nous a tous éduqués à ces nouveaux gestes qui sont indispensables si on veut rester sur une planète habitable. Et c'est pour ça que le besoin, à mon avis, fondamental du bio en tant que secteur, c'est de pouvoir s'adresser au grand public en disant voilà les bienfaits que l'on propose, nous, secteur bio, et voilà comment vous pouvez mettre un peu plus de bio chaque jour dans l'assiette. Le but, c'est pas que tout le monde bascule en 100% bio, on n'est pas non plus des utopistes. Le but, c'est que chaque jour, on puisse faire un peu de place dans nos courses quotidiennes pour les produits bio, pour soutenir les agriculteurs qui veulent faire ce choix-là. Parce que rappelons-nous qu'on va devoir remplacer plus de 20 000 agriculteurs par an et que pour attirer les talents dans le secteur agricole, le bonheur est dans le pré, ça ne va pas suffire. Donc il faut qu'on puisse avoir une promesse d'emploi, une attractivité de l'emploi en agricole bio qui commence déjà par le fait de garantir qu'on peut accueillir la production bio. On ne peut pas refuser à des agriculteurs qui voudraient prendre le relais de ceux qui partent à la retraite de le faire en bio. J'ai une question relative au bio. Alors, on comprend qu'en Europe, c'est relativement normalisé, mais le bio qui vient d'autres continents, les normes sont peut-être différentes, parce que je me souviens d'une campagne pour des bananes où les producteurs des Antilles avaient commencé une campagne en disant nos bananes sont mieux que bio, parce que c'était mieux que les bananes bio du Costa Rica ou de la République dominicaine plutôt. C'était dans les dom-toms chez nous, cette campagne ? Oui, tout à fait. Et oui. Et donc ça peut jeter le trouble dans l'opinion. Donc et je ne sais pas ce qu'il était de la réalité d'ailleurs des faits, parce que cette campagne elle a été interdite. Donc oui, peut-être ça leur a coûté cher, je ne sais pas, mais ça peut jeter le trouble. Vous voyez quand vous avez oui, tout à fait. Alors,
effectivement, la question du bio qui vient de loin est la question récurrente. Si on dézoome, juste pour vous contextualiser, en bio, en France, on importe 31% de notre consommation de bio. Donc globalement, à 70%, on est autosuffisant en bio. Si maintenant on enlève les produits tropicaux dont vous parlez, on tombe à 82% de consommation de bio made in France. Donc dans les 18% de produits importés, il y a donc, si on retire les produits tropicaux, on a les produits lambda qui poussent sur nos métropoles. Mais si maintenant on se focus sur ceux qui ne poussent pas dans nos latitudes, et je pense notamment aux mangues, aux avocats et tous ces trucs très instagrammables qui sont dans les pokéballs et que l'on voit sur les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs en forte croissance. Donc tout le monde me dit mais les Français veulent manger du local. Bah oui, en même temps on n'a jamais autant importé de fruits exotiques. Ils sont produits dans des pays où on a une relation assez variable, puisque actuellement on a 15 pays avec lesquels on a des accords et où on considère que leur cahier des charges bio vaut le cahier des charges européen. Donc dans ces pays, il y a le Japon, l'Argentine, Israël, je ne les connais pas tous, et c'est là où souvent nos organismes certificateurs ouvrent des bureaux là, pour pouvoir certifier, et on sait que de toute façon, on a un patrimoine commun sur ce qui est du cahier des charges et des normes. En revanche, pour les autres produits, ils transitent tous, ils sont audités quand ils arrivent dans nos ports français, que ce soit à Hambourg ou même à Perpignan. Ce sont des produits qui sont strictement contrôlés. Donc, globalement, je suis toujours étonnée qu'on me parle de ce différentiel de normes, puisque, d'une manière générale, il y a des rythmes très différents des pays pour ce qui est d'interdire certaines molécules chimiques. Nous, France, je crois qu'on a interdit le chlordécone bien plus tard que les États-Unis. Donc, c'est un exemple qui est un peu contre-intuitif. Mais donc, on peut être rassuré par du bio. Le bio européen, c'est le même cahier des charges depuis 2009. Là, pour le coup, on me parle souvent de certains pays qui, eux, par exemple, vont à la limite extrême de la réglementation européenne. Mais globalement, on a un patrimoine de normes européennes. On est protégé par la loi. C'est un cahier des charges de 300 pages avec des guides de lecture nationaux. Donc, cette garantie, elle s'étend donc à ces 15 autres pays. Et pour le reste, le bio est quand même certifié. Une fois de plus, il est certifié à l'entrée du territoire. Il est certifié c'est la DGCCRF, pour le coup, qui, là, opère. Et en France, vous le savez, le service public, c'est fantastique. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Ah, une dernière. Oui, c'était par rapport au levier, du coup, pour justement absorber ces nouveaux volumes qui arrivent là. Donc, il y a l'export, éventuellement tout ce qui est restauration. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que c'est surtout aussi le marché du vrac, là. Enfin, on entend surtout parler des difficultés du marché du vrac par rapport au bio. Alors, c'est pareil, c'est peut-être que conjoncturel et ça va se résorber dans quelques années. Mais voilà, c'est quoi les autres leviers pour absorber les volumes sur le vin? Sur le vin, d'une manière générale, ce qui est la locomotive d'absorber et d'éviter justement de retomber dans un schéma de déclassement, c'est que la demande, c'est la demande qui est la clé. En fait, jusqu'ici, on ne s'est pas trop posé la question puisque l'enjeu c'était de biologiser les champs. D'une manière générale, c'est la demande. Et comment est-ce qu'on crée une demande? Comment on stimule une demande? Bon, c'est des enjeux de moyen à long terme. C'est d'éduquer le consommateur. Or, moi, je vois trop souvent, et c'est pour ça que on peut se réjouir que les 2% d'achat de bio de la restauration se fassent beaucoup sur la carte des vins. En revanche, moi, ce qui me fascine, c'est le peu de mise en avant du vin à la carte. Parce que parfois, vous avez une carte et il faut demander, il n'y a pas le logo bio. Et le restaurateur, son premier réflexe, c'est de vous dire « Oui, mais si je mets que ça, c'est bio, du coup, on va croire que le reste, c'est pas bio et ça va un peu le dévaloriser. » Or, non. On ne peut pas, le bio ne peut pas non plus draguer sans montrer ses atours. Il faut que les restaurateurs, les sommeliers, tous ceux qui sont là pour... Au moment où le convive, le client le plus disponible, c'est le client qui est assis dans un restaurant. C'est lui à qui on peut faire passer les messages. Donc, c'est extrêmement important qu'on ait un écosystème qui soit promoteur du bio. La preuve, c'est que nous, quand on a gagné ce programme européen, on s'est dit, super, on va nommer 13 ambassadeurs, un par région la première année, puis ensuite on va en mettre 2. C'est compliqué de trouver des chefs promoteurs de bio. Or,
s'il y a bien le fer de lance de l'art de vivre à la française et de la consommation de vin, c'est le secteur de la restauration. Or, il faut lever ce frein culturel qui fait qu'il y a une timidité à mettre en avant les références bio que l'on a à la carte. Il y a une autre chose ici, moi, qui me frappe, c'est que les grandes maisons qui passent en bio et qui ne le disent pas, c'est d'une perte de chance pour le secteur bio de se valoriser. Quand je vois des grands crus très connus qui sont passés en bio et qui, pour eux, ça va sans dire, eh bien non, ça va mieux en le disant en fait, parce que c'est pas qu'une information d'initié c'est une information citoyenne. C'est bien un message que je veux vous faire passer, c'est que la compréhension et la connaissance du bio, que ce soit dans le vin ou dans l'alimentaire ou peu importe, c'est un enjeu de citoyenneté. Et pas que parce que la Cour des comptes a montré combien c'était un secteur agricole qui permettait de manger, de faire sa transition alimentaire, de générer moins d'émissions de gaz à effet de serre et puis aussi de générer de l'emploi. Rappelons-nous quand même que c'est 10% des surfaces, le bio, certes, mais c'est 13% des fermes et c'est 19% de l'emploi agricole. Donc c'est éminemment créateur d'emplois et d'emplois non délocalisables qui revitalisent les territoires. Et la vente directe y contribue. C'est pas juste parce qu'on arrache les mauvaises herbes à la main en bio, c'est aussi beaucoup parce qu'on vend en direct à la ferme, comme c'est le cas sur ce secteur. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup Merci à vous. pour vos questions.